YouTube. Alors, les tests BATS, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça permet d'avoir des segments d'1 heure de vidéo. Désolé, j'ai pas compris. C'est beau où tu vis? Désolé. Ah, c'est beaucoup 1 heure pour une vidéo, c'est ça que tu veux dire? Ah, il y a une photo de porc. Ah, oui, 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 oui. C'est la page YouTube. Mais ça... En plein hiver, c'est plutôt pas mal. Faudra voir si je la change ou pas. Pour un truc qui reflète plus le DevOps, peut-être. Une baie de serveur, je sais pas. Alors. Donc les tests, c'est des tests BATS. Est-ce qu'on veut... Ah oui. Alors, j'ai déplacé Run File dans Helpers. Je rerun. Et c'est parti. Est-ce que je dis une bêtise, mais tu peux aussi builder des conteneurs avec les YML de Kubernetes? Oui, je pense. Ça dépend après du runtime que tu as en dessous. Par exemple, il faut que ton runtime supporte le build. Et c'est pas toujours le cas. Le runtime, c'est Docker, Podman, CRIO, etc. CRIO, par exemple, ça supporte pas le build. Donc, si tu veux builder au sein de Kubernetes, il faut que tu aies un runtime qui supporte le build, donc Docker ou Podman avec Builder. Après, si tu veux builder dans du conteneur, là, tu mets ce que tu veux. Mais au niveau de Kubernetes, il faut que tu aies un runtime qui supporte. En sachant que Kubernetes a déprécié le support Docker. Donc, on ne pourra plus utiliser le runtime Docker avec Kubernetes. Kubernetes voulant en gros qu'on utilise CRIO. Oui, sérieux, ouais. C'est il y a 15 jours ils ont fait ça. C'est pour la version 1.20 de Kubernetes, si je me m'abuse. Je vais t'envoyer des liens. J'avais fait une vidéo YouTube là-dessus d'ailleurs. Kubernetes, Docker. Actualité. Voilà. Kubernetes prend ses distances avec Docker. Alors j'ai pas lu le lien que je t'envoie, mais le titre correspond à ce que je dis. Donc c'est peut-être ça. Alors. Donc Vagrant n'est pas reconnu dans le chemin. Par ça qu'il faut commencer. On va voir pourquoi Vagrant n'est pas reconnu. Dans mon playbook, est-ce que je charge l'environnement? Mais c'est pas... Le fait que Kubernetes ne supporte plus Docker, c'est pas très grave. Parce que les conteneurs qu'on utilise avec Docker, ils sont compatibles avec les autres runtime. Hein. C'est juste qu'il faut en choisir un autre, quoi. Ah, c'est ça. J'ai oublié de mettre le
Point. Voilà, bin. D'appeler dans dans le chemin le dossier qui contient le binaire. Donc ça va peut-être mieux marcher maintenant. Alors pour l'instant, il y a un dépôt guide du travail que tu présentes. Pour l'instant, c'est pas publié ni sur GitHub, ni sur GitHub, ni sur GitLab. Pour l'instant, c'est dans notre GitLab interne. Et on va réfléchir à une façon de le publier. Parce que l'idée, c'est que d'abord, on le publie sur notre nouvelle forge logicielle qu'on est en train de développer là. Donc ça sera Gitty. Et après, il faut voir quelle licence on applique dessus pour le publier en open source, quoi. Et pour l'instant, ça, c'est pas arrêté. Parce que la première priorité, c'est qu'on ait la bonne forge logicielle pour bien présenter les choses. C'est ce que je suis en train de développer là. Et une fois que ça sera au point, normalement, il y aura des choses sur GitHub, GitLab, etc. C'est toujours l'optique de l'autonomie, hein. Si je pose tout sur GitHub ou GitLab.com, je suis entièrement dépendant de leur politique. Alors je veux pas. Je veux pouvoir dire un jour, bon, GitHub, désolé, je vais remballer mes repos et va faire ta vie ailleurs. Et donc pour ça, il faut d'abord qu'on ait notre propre forge logicielle pour pouvoir poser correctement les choses dessus et présenter au public les choses correctement. C'est en train de se déployer. Ça prend toujours son temps. Voilà, c'est en train de se construire. Ouf, pour le moment, avec Kubernetes 5.20, seul un message d'avertissement s'affiche dans Kubelet. La fin effective du support de Docker est prévue au plus tôt pour fin 2021 avec la version 1.23. Oui, ouf.
Mais bon, il faut penser que t'as 1 an pour migrer, quoi. Et à mon avis, c'est CRIO qu'il faut prendre. Cryo, si on le dit à l'anglaise. Avec un symbole de flocon. Alors, on va retenter. Alors, c'est pas un stream énervé ici. Hein. On va pas s'agiter dans tous les sens. Alors. Tant mieux, je viens de passer 2 heures sur un stream de l'éclipse par un Français au Chili. Ah. Et c'était énervé, ça? Alors, app image require fuse to run. Donc, il faut que j'ajoute fuse. Donc, Ubuntu libfuse. Bah, le dev que je voudrais, ça serait celui qui est pas dev. Alors c'est Focal pour le moment, en attendant Groovy. Ça serait libfuse 2 directement. C'est possible. Allez, libfuse 2. On va le mettre ici. Et on va rebuild. Alors, j'essaye de rendre mes conteneurs immutables. C'est-à-dire que dedans, toutes les versions sont fixées. Pour l'instant, c'est pas encore le cas avec les DEB. Donc les binaires Debian Ubuntu. Parce que là, il y a un peu plus de boulot. Parce qu'il y a 2 choses à faire. Il y a d'abord mettre en place un miroir repo de Deb, avec APTLY par exemple, parce que les repos officiels ont la fâcheuse tendance à enlever les vieux binaires dès qu'ils en mettent un nouveau. Ce qui pose d'énormes problèmes quand on est immutable. Parce que l'immutabilité, c'est d'avoir toutes les versions fixées, faire une nouvelle version quand il y a une mise à jour, mais ça veut dire que tant que la nouvelle version n'est pas stable, on est encore dans l'ancienne version.
Et donc ça veut dire qu'il faut que les repos ils gardent les anciennes versions. Or, Ubuntu et Debian, ils ont la fâcheuse tendance à les enlever. Et deuxième point, c'est la croix et la bannière pour chercher la version correcte des binaires présents sur le repo. Donc, j'ai un peu de boulot de code à faire. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas. L'idée, ça serait qu'il y ait un VirtualBox, par exemple, ou par exemple un OpenSSH-client égale numéro de version. Comme ça serait exactement ce numéro de version qui serait installé. Et le jour où il y a une nouvelle version d'OpenSSH client sur le repo, il y aurait une branche Git qui se ferait automatiquement avec la nouvelle version et qui serait testée. Voilà. Alors, c'est déjà le cas pour des gemmes Ruby, pour des packages PHP, Python, Docker et tout ça. Mais c'est pas encore le cas pour Ubuntu. On utilise un bot pour ça qui s'appelle Renovate. Et c'est très bien pour, ça pour PHP et tout ça. Mais pour les Deb, pas encore. Ça permet par exemple d'avoir des fichiers Dockerfile avec le numéro de version et même le hash. Et c'est un bot qui fait une branche avec la nouvelle version, qui est testée d'intégration continue, et si tout se passe bien, qui merge. Donc moi, j'ai même pas à m'occuper de ça. Les mises à jour sont faites automatiquement, mais immutables. C'est-à-dire que dans un environnement, on a les versions fixées. Donc si on redéploie la même version de l'environnement, on est à peu près sûr que le code qui est redéployé, c'est toujours le même. Mais actuellement, c'est pas tout à fait le cas encore, à cause de ces Deb. Je comprends pas ce qui est immutable. Le code dans le conteneur ou le conteneur lui-même, genre Docker Layer. Les deux. En fait, ça va dans le conteneur. Donc pour l'immutabilité, il faut que les versions soient fixées. Pour que à chaque fois qu'on provisionne le conteneur, sans qu'il y ait une nouvelle version, il faut que ça soit exactement le même contenu dans le conteneur. Et le conteneur lui-même, comme on le déploie avec un outil d'orchestration comme Ansible, Kubernetes ou autre, ça aussi, ça doit être immutable. Avec Ansible, c'est une collection Ansible avec toutes les versions fixées. Et avec Kubernetes, c'est une charte Helm avec toutes les versions fixées. Ça permet une reproduction de l'infra à l'identique. Ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir tester et débugger. Alors, on relance les tests. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas à cause de la façon dont les Deb sont gérés. Je vais peut-être dire une connerie, mais avec apt, tu peux fixer aussi genre apt-mark. Oui, on peut lock des versions avec apt. Le problème, c'est que si tu dépends d'un repo distant, genre le repo officiel Debian Squeeze, par exemple, ou maintenant c'est Wheezy, ou Jessie, je sais plus. Imaginons Jessie, les repos Jessie de Debian. À chaque fois qu'ils vont faire une mise à jour de leur deb sur leur repo, Buster. Ok. À chaque fois qu'ils vont faire une mise à jour de leur deb sur leur repo Buster, ils vont enlever la version antérieure du repo. Ça veut dire que ton déploiement local, qui dépend de la version antérieure, il est cassé.
Parce qu'il n'y a plus de version sur le repo. C'est ça le problème. Et donc pour régler ce problème, on est obligé de faire un proxy de Buster, du repo Buster, où dedans on a mergé tous les snapshots du repo Buster. Parce qu'il fait des snapshots réguliers, à chaque mise à jour au sein de son repo il fait des snapshots réguliers, mais il les stocke séparément. Et il les stocke éclatés, ils sont pas rassemblés. Et donc là tu es obligé de te taper, de faire un proxy qui rassemble tous les snapshots. Pour que tu aies disponible toutes les versions d'un même paquet. Tu vois? Alors, Leafuse 2, ça marche toujours pas. Testpads. Déjà, on va vérifier si on est... Ok. Pourquoi il me dit app image? Ah, mais le binaire, c'est une app image. Oh, oula. Attendez, je viens de comprendre un truc. Le binaire qu'on essaye d'installer depuis tout à l'heure, là, c'est une app image. Oh, c'est horrible. Bon. Donc il faut partir sur celui de Debian. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une étape supplémentaire qui est le dpkg-i. Ok. Donc on va modifier le prepare. Télécharger la bonne version. Du coup, le H. Bon, on va voir si le H, ça peut pas être le même, mais on va voir. Ça serait bizarre que ça soit le même. Tu vois, par exemple, à HashiCorp ils n'ont pas de repo Debian, de PPA. Donc on est obligé de télécharger à la main. Et heureusement, ils gardent l'historique. Là. Donc ça, c'est bien. Alors. Ah ouais, c'est une seule signature. Et un seul sum. Mais je pense que c'est bon. Ok, c'est la signature qui vérifie le sum. Et le check vérifie normalement celui-là. Ok. On va voir ce que ça donne. Donc il n'y a pas besoin de l'untar. Là, il faut le déplacer. Alors, on va le déplacer en enlevant le numéro de version. Donc c'est plutôt cette ligne-là qu'il faudra prendre. Voilà. On va nettoyer ici. Ici. Non, pas. C'est à la fin qu'on nettoie. Ok. Donc ici, du coup, au lieu du vagrant tout court, on a un deb. Ça veut dire que cette ligne-là peut pas marcher. On va devoir faire une étape dans le playbook. Ici, un tasks.
Name. Installe Vagrant. Et est-ce que c'est DPKG? Ah ouais. Ah non, c'est la sélection. Moi, ce que je voudrais, c'est dépackager install. Avec en cible. Peut-être apt-get a une option pour prendre un deb. Installe un deb package. Ben voilà. Ok. Mais avant de l'installer, il faut le mettre dans le bon dossier. Pour ça, il faut faire un copie. La source, c'est Vagrant. La destination, c'est... Ça va être user local source, hein. C'est le plus logique. Même si c'est un deb, c'est une source. Voilà. Et c'est ce deb là. Ou alors TMP peut-être. TMP c'est plus logique. Voilà. Voilà. Et il faut tout mettre, bien sûr, dans le conteneur. Et ça me semble correct. Bon, du coup, il faut tout refaire. Alors, concernant Vagrant et les repos PPA, il y a une longue issue sur GitHub. Parce que tout le monde gueule. Oui, le delegate to pour le conteneur avec en cible. Ouais, delegate to, ça met dans le conteneur que tu déclares ici. Alors là, je le construis. Et donc, je lui donne le nom CopenTest conteneur. Et je le mets dans l'inventaire ici. Add host, le nom du conteneur. Et la connexion associée, c'est Docker. Voilà. Et donc, à partir de ça, tu fais delegate to et ça provisionne dans le conteneur. Donc, je disais, il y a une longue issue sur Vagrant à propos du PPA. Et le fait que les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne veulent pas mettre un PPA. Voilà. Depuis 2014. Et ils veulent toujours pas. Donc il y a un truc derrière. Il doit y avoir une politique de la maison qui n'est pas de faire de PPA. Je sais pas. Oh, attends. Ah, j'ai parlé trop vite. Au 26 octobre, apparemment, ils ont un repo. Oh.
Quels sont les paquets available? Vol consul et nomade. Ah ouais, pas Vagrant. Later this year. Ok. Bon, on va faire comme ça en attendant. Tu utilises un PPA pour Terraform? Ok. Moi, pour Vault, j'utilise le binaire directement. Depuis la... Attends. Je te dis juste... Voilà. Depuis la release de GitHub. Pour Vault, je fais... GitHub. Non, c'est pas là que je dois... Attends. Je dois utiliser ça pour avoir le numéro de version, mais je vais le chercher ailleurs. Je l'ai fait il y a 1 mois et demi. Volt, j'ai déjà oublié où chercher ma source. La mémoire, c'est quelque chose. Alors... Alors, Volt, la source, je vais la chercher où? Ah, dans la release. D'accord. Bah, c'est intéressant de savoir que je vais pouvoir utiliser leur PPA. C'est cool. Bah, ça sera pour la prochaine mise à jour de mon code Norvolt. Alors... Vous vous rendez compte qu'il a fallu quand même 6 ans, hein? 6 ans pour qu'ils mettent en place un repo APT, quoi, un PPA.
Alors, je vais regarder les modifications que j'avais faites là. Et je vais les reporter justement sur Vault. Je sais pas avec Ansible, mais normalement, maintenant, APT peut aussi installer les binaires. Je veux dire, les devs. Ouais, apparemment, c'est le cas, hein, vu que la commande Ansible que j'ai utilisée... Oh, il est où mon playbook? Là. Hop. Tu vois, c'est APT. Donc ça a l'air de marcher, hein. Et il est où? Voilà. Installe Vagrant. Tu vois, ça a l'air de marcher. Non, mais c'est cool. Alors, attends, je vais juste faire la modif sur mes autres projets avec ce que j'ai imaginé tout à l'heure. Voilà. Alors, on va voir ce que Bats nous dit. Allez, suspense. Alors, le Vagrant Help a l'air de marcher. Par contre, il n'y a pas de provider. Donc là, c'est VirtualBox qui est pas en place. Donc, il va falloir que je teste VirtualBox séparément. Est-ce que si on fait un VirtualBox Help, ça marche? C'est VBox Manage, hein, je crois. Hein. VirtualBox en ligne de commande. Non, c'est Elise, c'est VBox Manage. Voilà. Et il a une commande Help? Ouais, c'est bon. VBox Manage Help. Allez, on va les mettre là.
On va temporairement commenter celui-là pour éviter que ça bouche la vue. Et on va voir ce que VirtualBox nous dit. VBox est en local sur ta machine? Non! Il est dans le conteneur. Regarde, VirtualBox 6.1. Alors, package Ruby, non, c'est package... Ah, package binaries, c'est peut-être pour ça. Parce qu'en fait, à la base, c'était un environnement Ruby. Parce que je voulais me servir de Vagrant tel qu'il était. Vagrant, c'est une gemme Ruby à la base. Mais comme ils n'ont jamais voulu maintenir la gemme Ruby, il faut que je passe en binaries. Donc tout ça, ça sert plus à rien. Voilà. Voilà, c'est peut-être ça. Donc le libfuse, il sert à rien. Il était dû au fait qu'on s'était trompé de binaire. Bon, du coup, il faut que je reconstruise le truc. Avec un VirtualBox installé. Oui, je veux vraiment tout dans le conteneur. Pour que ça soit indépendant de l'host. Et que ça puisse tourner dans l'intégration continue. Si tout se passe bien, on aura peut-être fini ce soir. Bon, en général, c'est jamais le cas. Il y a toujours un bug qui apparaît à un moment donné, qui me bloque pendant des heures. Et donc en général, c'est le stream suivant où tout est résolu. J'ai un VirtualBox en local aussi, mais c'est pas celui-là dont je veux me servir. C'est celui dans le conteneur. Alors. À la base, je vais partir sur libvirt. Parce qu'il y a un plugin Vagrant qui communique avec libvirt. Et libvirt et virch, c'est les hyperviseurs de base dans Linux. Donc ils permettent de faire des tournées d'EVM directement dans Linux, directement à partir du noyau. Mais Vagrant est beaucoup moins compatible avec libvirt. Et c'était vraiment compliqué de tout mettre en place. libvirt, il faut un daemon qui tourne en permanence à côté, donc il fallait accrocher une sorte de... Un peu comme Docker in Docker, il fallait accrocher
un conteneur en service. Ouais, t'aurais fait avec Virch, ouais. Ouais. Mais c'est plus compliqué à mettre en place. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tellement quel hyperviseur on utilise pour faire ça, parce que c'est qu'un outil de test, c'est pas de la prod. Ce qui m'intéresse, c'est pouvoir modéliser avec Vagrant des VM, des hosts, qui est tout ce qui... toute l'infra, enfin, tout le système, le système d'un vrai host, donc un système D, etc. Que ce ne soit pas des conteneurs un peu changés, et pour pouvoir faire tourner dedans les systèmes que je veux faire tourner sur des vrais hosts. Donc l'abstraction qui permet de faire ça, je m'en foutais un peu. Donc VirtualBox étant plus compatible, je suis parti sur VirtualBox. Après, peut-être plus tard, je ferai un LibVirt si je vois que c'est intéressant de faire des synergies avec d'autres systèmes, de rapprocher l'hyperviseur dans l'intégration continue avec les hyperviseurs qui seront en prod. Peut-être. Mais pour l'instant, je vois pas. Vu que l'intégration continue, ça doit être vraiment isolé. C'est des trucs isolés. Je vois pas quelle synergie peut y avoir avec l'hyperviseur de prod. Mais j'ai essayé de faire avec Virch, mais j'y suis pas parvenu pour l'instant. Donc je pars sur VirtualBox. Parce que ce qui est prioritaire, c'est vraiment d'avoir des VM faites avec Vagrant File qui tournent et qui a un accès SSH. Est-ce que tu sais s'il y a des gens qui ont utilisé Vagrant en prod? Et donc qui ont fait comme Docker avec Docker Compose, qui ont fait la même chose au niveau des VM avec Vagrant. Donc pour résumer, si je dis pas de conneries, tu as ton Vagrant dans lequel tu as VirtualBox dans lequel tu mets tes conteneurs. Alors, pour résumer, j'ai un conteneur dans lequel j'ai Vagrant et VirtualBox. Et ce Vagrant et sur VirtualBox dans le conteneur communiquent ensemble et donc créer des VM dans ce conteneur. Tu vois? Parce que l'idée, c'est pas de mettre... Enfin, ça sera le cas, mais l'idée, c'est pas de mettre des conteneurs dans des hosts. L'idée, c'est d'avoir des hosts de développement, quoi. Des hosts de test. Parce qu'un conteneur, l'intérieur d'un conteneur, ça ressemble pas tout à fait à une VM. Il n'y a pas système D, il n'y a pas tous les systèmes de démonisation et tout ça. Et donc, il faut quelque chose qui modélise une vraie VM ou un vrai hardware. Et donc, Vagrant le fait. Mais le problème, c'est que les outils d'intégration continue sont tous basés sur la containerisation. Et donc, il faut que ce Vagrant, il soit dans un conteneur pour pouvoir être utilisé dans les outils d'intégration continue. Donc, c'est un conteneur qui contient Vagrant et VirtualBox et les VM créés par VirtualBox à travers Vagrant. Ok, rappelle-moi pourquoi tu peux pas mettre en conteneur ton appli. Alors mon appli, tous mes services sont conteneurisés. Ce que je veux tester, c'est les outils d'orchestration de ces services. En gros,
que je veux tester, c'est que Kubernetes soit installé correctement. Alors, comme Kubernetes, c'est lui qui est chargé de faire tourner les conteneurs, lui, il peut pas tourner en conteneur. Lui, il tourne directement sur les hosts. Et donc, c'est ça que je veux tester, que Kubernetes tourne bien sur les hosts. Et donc, pour ça, je suis obligé de modéliser des hosts. Après, tous les services, ils seront conteneurisés, mais l'outil qui est chargé d'orchestrer les services, lui, il n'est pas conteneurisé. Il est directement sur les hosts. Or, lui, je veux le tester aussi. Alors, VirtualBox, qu'est-ce qu'il dit? Question bête, mais pourquoi tu testes pas ton cluster avec un outil de test cluster de la Cloud Native Cluster Foundation ou Cloud... Je sais plus le nom du sigle, mais je vois ce que tu veux dire. Ah ben parce qu'en fait, c'est très orienté pour un type, c'est-à-dire c'est pour tester Kubernetes par exemple. Or, moi, je peux avoir des applis que je déploie avec Podman en dehors de Kubernetes, avec Ansible, tu vois. Et donc, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est d'avoir une vraie modélisation de host. Et pour l'instant, je connais guère que Vagrant qui permettent de modéliser réellement des hosts. Mais après, si tu m'envoies des liens, peut-être qu'il y a mieux, hein. Et peut-être que je changerai d'avis. Hein. Alors, VirtualBox, qu'est-ce qu'il raconte? LS mode not found. Ça te fait découvrir une pratique? Eh ben écoute, j'en suis ravi. Alors, attends, on va regarder. Test cluster CNCF. Tu vois, c'est vraiment orienté Kubernetes. Ah, et c'est un outil en ligne. Or, moi, ce que je souhaite, c'est être indépendant, autonome de l'ensemble des outils en ligne. Et donc, même si c'est la Cloud Native Computing Foundation, qui est quand même pas mal, c'est une dépendance externe. Et je souhaite évacuer les dépendances externes. Bon, revenons à nos moutons. LS mode not found. Key mode. Ok. Juste key mode installé apparemment. On va faire ça. Hein. Bon, c'est normal qu'il soit pas installé par défaut, le kernel module, vu que le conteneur, c'est un conteneur Ubuntu vidé de tout ça. C'est un conteneur. Et donc, normalement, le kernel, il ne touche pas. Et là, dans le cas de VirtualBox, on est obligé. Donc, on va lui remettre keymode. Et je sens que ça va devoir tourner aussi en privilégié. Je le sens, ça. Mais bon, dans un outil d'intégration continue, malheureusement,
il y a des trucs qui tournent en privilégié. Hein. Regardez comment vous faites avec GitLab CI, par exemple, quand vous voulez construire un conteneur. Vous êtes obligé de faire tourner votre runner GitLab CI en privilégié. Tu vois, l'idée de modéliser un host, plutôt que de partir sur une solution qui teste Kubernetes, par exemple, c'est que c'est beaucoup plus ductile. Imaginons demain, il y a une meilleure solution qui arrive que Kubernetes. Si tu es parti droit sur des outils spécifiques à Kubernetes, tu es obligé de tout revoir pour repartir sur cette solution-là. Alors si tu pars sur des standards et que tu essayes au maximum de rester sur des standards, l'effort que tu dois faire pour aller vers la nouvelle solution est moindre, est beaucoup plus faible. C'est pour ça que l'idée de modéliser des hosts tels qu'ils sont, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Eh ouais, il y en a là-dedans. Hein. Non, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'appliquer des standards au maximum. Parce que dès qu'on commence à se spécialiser dans une direction, et que c'est pas la bonne, et en fait, l'informatique, c'est jamais la bonne, parce qu'il y a toujours un nouveau truc qui arrive qui modifie la donne, eh bien, l'effort pour revenir sur ce truc-là est beaucoup plus important. Allez, au revoir YouTube. Donc ça fait un segment d'1 heure. La suite au prochain épisode. Est-ce que les tests vont tourner ?